Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de Semawi. Je me présente, donc je m'appelle Sarah Adams, je suis associée de la SCOP Semawi. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes donc une organisation qui accompagne les entreprises dans leur transformation managériale. On est installé à Grenoble, on est une équipe de 12 personnes et on a adopté une gouvernance en holacratie. Pour ce webinaire, je suis avec Juliette. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Juliette, Juliette on ne Bourdet. t'entend pas. Ah, Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon. Ok. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, je suis associée de la SCOP Semawi. Ça fait 5 ans que je fais partie de l'organisation. Et j'ai diverses missions à mon actif et je fais notamment beaucoup de facilitation et d'accompagnement d'équipe sur les questions managériales et puis aussi relationnelles. Merci. On est donc ensemble aujourd'hui pour 1 heure. Le thème qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment prendre soin de son équipe. Pour information donc, sur l'usage un peu technique de Zoom, vous pouvez donc à tout moment poser des questions dans l'interface de discussion en utilisant le module Q&R. Le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Semawi dans quelques jours. On va commencer dès maintenant. Juliette, quand on a préparé ce webinaire, tu m'as dit j'ai envie de parler de plusieurs choses sur les manières d'accompagner, les manières de travailler en équipe et comment est-ce que, en tant que manager ou coéquipier, on peut prendre soin des membres de son équipe. Et tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu voulais qu'on aborde 3 thèmes, à savoir donc, la météo d'équipe, la rétrospective agile et les accords relationnels. Toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité, je n'ai pas changé d'avis. Excellent. Tu avais dit que tu voulais commencer par la météo. Oui, tout à fait. Au lieu de commencer direct par vous expliquer en quoi consiste une météo, ce que je vous propose, c'est d'en faire une ensemble. Donc là, l'idée, c'est de... Sarah, je te demanderai de partager l'écran, mais pas tout de suite, j'ai besoin de quelques secondes. Avant de démarrer cette météo, je vais vous proposer de faire quelques secondes juste de centrage pour prendre le temps de vous poser tranquillement. Vous avez probablement travaillé ce matin. Vous êtes peut-être arrivé un peu vite à la fin d'une réunion. Donc là, pour les quelques secondes qui viennent, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir au fond de votre chaise, de décroiser vos genoux tranquillement, de vous tenir bien droit et de respirer, de prendre une grande inspiration et de prendre le temps d'expirer tranquillement. Et vous allez faire ça une deuxième fois. Si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Et on va prendre ensemble une dernière grande inspiration. On va expirer lentement, tranquillement. Voilà, donc ça, c'est un petit temps de centrage. Et Sarah, si tu veux bien partager la slide où il y a les images. Voilà, donc là, à votre écran, vous voyez des images. Ce que je vous propose maintenant que vous êtes mieux centré, c'est de choisir une image qui correspond à comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, spécifiquement. Et ma proposition, c'est d'écrire dans le chat le numéro de l'image que vous avez choisi et puis un mot qui qualifie votre état associé à cette image. Voilà, je vous laisse quelques instants pour parcourir les images et choisir celle qui vous parle le plus. Et dès que vous êtes prêts, vous pouvez partager dans le chat le numéro et le mot qui qualifie votre météo du jour. En attendant que vous contribuez, je te propose, Sarah, de partager ta météo. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai choisi l'image numéro 2
avec tous ces agrumes coupés en deux. Ça correspond bien à mon état du moment. Je me sens en pleine forme, dynamique, ça pétille. Voilà, je ressens quelque chose d'assez joyeux et en même temps de calme, de concentré. Donc, je me sens dans de très bonnes dispositions aujourd'hui. Merci Sarah. Je vais partager ma météo à mon tour. Moi, je me sens appelée par l'image numéro 4. Il y a eu une belle coupure de fin d'année et là, on redémarre une nouvelle année. Je me sens vraiment dans cette dynamique de construction. Voilà pour moi. Je vois qu'il y a eu une contribution dans le chat. Pour les autres, n'hésitez pas à contribuer. Hein. C'est ça l'intérêt d'une météo, c'est qu'on sache comment vont les uns et les autres. Donc là, ce qu'on a vécu ensemble, c'est donc une météo. C'est vraiment un outil que nous, on utilise au quotidien dans la SCOP. Ça apparaît aussi bien dans une journée. Par exemple, tous les jours à 12h15, on se réunit et on prend le temps de partager notre météo pour toutes les personnes qui sont là. Et c'est un moment qui ne dure pas longtemps. C'est juste le temps de savoir comment vont les autres. C'est un moment qui est sécurisé. En fait, on ne rebondit jamais sur la météo de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne lui pose pas de questions, on ne commente pas ce qu'elle partage. C'est vraiment super important. Cet exercice-là, il a vraiment la vertu au quotidien d'avoir conscience de comment vont chaque membre de l'équipe. Et éventuellement, si on a des affinités avec une personne et qu'on se sent disposé à lui apporter une aide un jour où ça ne va pas, on peut aller la voir ensuite en aparté, mais au moins ça permet au groupe d'avoir conscience de qui va comment et ça permet d'éviter d'interpréter des comportements ou de prendre les choses pour soi quand on n'est pas au courant qu'il y a peut-être une journée difficile pour une personne. Ça permet aussi, dans les moments de joie, de partager ça et de s'entraîner mutuellement dans un cercle vertueux où ça met en énergie d'avoir une météo où il y a des gens qui vont bien et ça fait du bien de se le dire. Donc ça nous apporte vraiment quelque chose au quotidien. Et dans les équipes que tu accompagnes, à quel moment est-ce que c'est présent, la météo? C'est tous les jours? C'est quel rythme? Quel format? Ça prend longtemps? Alors, dans l'idéal, nous, en tout cas, ce qu'on préconise, c'est de mettre en place une météo quotidienne. Vu le contexte dans lequel on est depuis maintenant 9 mois, c'est-à-dire beaucoup de télétravail, la météo, elle permet peut-être d'avoir un moment où on se retrouve. Si chacun est chez soi, ça peut durer juste 10 minutes, maximum un quart d'heure. C'est juste le temps de prendre la température de comment vont les autres. Donc, si c'est possible de le faire tous les jours, nous, on trouve que c'est idéal. En tout cas, moi, je trouve que c'est important pour maintenir une équipe soudée. Et ça peut être un rendez-vous calé dans l'agenda tous les jours à la même heure où tout le monde se connecte et vient juste partager sa météo, le temps de quelques minutes. Et ensuite, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser, pas forcément à l'intérieur d'une journée, mais à l'intérieur d'un temps de travail. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le temps de se retrouver avant et qu'on va démarrer un sujet, une météo, ça peut servir d'inclusion. C'est-à-dire que vous allez vous lancer sur un sujet de travail et vous pouvez juste prendre un temps pour partager comment vous arrivez concernant ce sujet, c'est quoi votre météo de ce sujet-là. Donc, ça peut être décliné sous différentes formes, soit à l'échelle de l'équipe, soit à l'échelle d'un projet. Merci. Sur le plan relationnel, tu nous as dit que ça permettait de verbaliser et d'éviter aux autres d'interpréter. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. En fait, mon idée, c'était de dire que, par exemple, un jour où, par exemple, si c'est moi qui suis dans une humeur ou une énergie qui est peut-être, je ne sais pas, imaginons que je sois contrariée par quelque chose, le fait de le dire aux autres et d'admettre que je le suis, moi, non seulement moi, ça me permet d'avoir une attention là-dessus, c'est-à-dire que j'ai verbalisé aux autres que peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une énergie habituelle, et ça rend cette chose-là palpable et je peux commencer à m'en occuper. Et pour les autres, si je fais l'inverse, si moi, je reçois cette information d'un de mes associés, j'ai conscience qu'il est dans un état particulier aujourd'hui, et je sais que peut-être que ces réactions ou ces comportements vont être liés à cet état particulier. Ce qui, moi, va me permettre d'éviter d'imaginer des choses, de croire que, je ne sais pas, s'il y a une réaction un peu plus vive que d'habitude, en fait, elle m'est destinée. En fait, elle ne m'est pas destinée, c'est juste la personne qui est dans cet état particulier ce jour-là. Donc, ça permet vraiment d'éviter d'entretenir des croyances ou
ou de supposer des choses. Et souvent, quand on a en face de soi quelqu'un qui a l'air contrarié, on n'ose pas toujours poser des questions et demander comment ça va et aller verbaliser des choses. Et en fait, la météo, ça permet d'ouvrir cet espace-là. Il y a une question de Raphaël qui nous demande pour quelle taille d'équipe au maximum est-ce qu'on peut utiliser une météo? Alors oui, c'est une bonne question. Nous, on l'a pratiqué dans notre histoire d'entreprise. On a pu la pratiquer avec des tailles d'équipe au-delà de 10 personnes. Au-delà de 10 personnes, ça commence à faire beaucoup. En fait, une météo, l'intérêt, c'est que ça ne dure pas forcément trop longtemps et que ça soit juste un moment où on se connecte les uns aux autres. Ce qui n'empêche que dans une équipe, en fait, souvent dans une équipe, il y a des sous-équipes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une entreprise d'une certaine taille et puis il peut y avoir des équipes dans l'équipe. Je ne sais pas, la compta, la communication. Vous pouvez faire des métaux en équipe réduite pour éviter d'avoir des volumétries de personnes trop importantes. Et une autre question à propos du support. Est-ce que tu utilises toujours les cartes là, que tu nous as montrées ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent? Oui, il existe autant de météos que de personnes qui les facilitent. Là, je vous ai donné un exemple aujourd'hui pour vous aider à verbaliser un peu comment vous sentez et puis à utiliser l'image pour se projeter. Mais ce n'est pas la seule méthode. Il y a des gens qui utilisent des couleurs, par exemple. Ça peut être choisir une couleur. Aujourd'hui, je me sens bleu parce que je suis dans tel état. Aujourd'hui, je me sens rouge. On peut même aussi imaginer des sortes, un peu comme des portraits chinois. Moi, ça m'arrive d'utiliser des choses pour des groupes qui découvrent vraiment et dire eh bien, aujourd'hui, si j'étais une chanson, je serais telle chanson. Si j'étais un film, je serais tel film. Et en fait, on peut vraiment imaginer plein de choses. On peut laisser libre cours à la créativité pour animer une météo. L'important, c'est vraiment qu'il y ait un espace pour que la personne puisse accéder à ce qui se passe en elle. Et en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont visuelles. Il y a des personnes qui sont auditives. Ça dépend vraiment des personnes. On peut même faire une météo juste avec un temps de centrage, comme je vous ai fait faire là, et un simple partage de ce qui nous vient après ce temps de centrage sans utiliser d'image, par exemple. Et tu nous as dit que c'était un temps qui était facilité, du coup. Tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui facilitait la météo. Ça veut dire que c'est indispensable qu'il y ait quelqu'un qui instille ce temps? Dans les équipes qui démarrent, nous, ce qu'on a observé souvent, c'est que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui prenne en main le sujet, qui pilote la chose au moins pour inviter les gens, s'assurer qu'ils ont l'information, qu'ils puissent se connecter ou se retrouver physiquement à un endroit. Et pour faire en sorte que le moment soit vraiment sécurisé, au début, c'est important que quelqu'un prenne la casquette du garant de la méthode. Et en fait, ce garant de la méthode, c'est celui qui rappelle le cadre peut-être éventuellement en démarrage de météo et qui dit au début de la pratique, pour rappel, on ne rebondit pas sur ce que les autres partagent, on ne pose pas de questions non plus. Et si quelqu'un a besoin d'ouvrir un espace de discussion, il peut le verbaliser, mais on ne va pas l'obliger. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un au début qui sanctuarise. Et puis après, quand on a l'habitude de pratiquer, on n'a plus besoin de faciliter les météos. En tout cas, c'est vrai pour nous, notre équipe à Semaoui, comme ça fait à peu près 5 ans qu'on pratique la météo de manière quasi quotidienne, quand tout le monde est là. C'est auto-facilité, on connaît tous les règles du jeu. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui propose quelque chose de nouveau. On peut proposer de faire une météo les yeux fermés, par exemple. Et ça, c'est vraiment libre. En tout cas, chez nous, ça se traduit comme ça. Merci Juliette. J'en profite pour vous rappeler, participants, que vous pouvez poser des questions à tout moment pour interagir, avoir des infos en plus et ou interpeller Juliette sur les préoccupations qui vous viennent au moment où on aborde les différents thèmes. Merci Juliette pour le premier rapport sur cet outil qui est la météo d'équipe. Tu m'as dit que sur ce thème chapeau vraiment très haut de prendre soin de son équipe, il y avait plutôt un outil que tu voulais nous partager qui est la rétrospective agile. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce format de réunion qui vient des méthodes agiles. C'est vraiment un format de réunion qu'on peut, je pense, appliquer, qui peut être inspiré de la rétrospective d'équipe et qui peut être appliqué même à une équipe qui ne fait pas forcément de l'agilité de A à Z.
C'est un temps de travail, donc en équipe, qui peut durer entre 1 heure et demie et 2 heures, selon le sujet de travail, et qui sert à l'équipe à aller regarder ce qui s'est passé dans la période qui vient de s'écouler, d'où le mot rétrospectif, c'est-à-dire qu'on regarde en arrière, on regarde derrière soi. C'est un moment qui doit être facilité, sauf pour les équipes qui ont l'habitude et qui peuvent décider que la facilitation se fait de manière tournante ou que ça soit auto-facilité. C'est le cas chez nous. Depuis quelque temps, on arrive à auto-faciliter des rétrospectives. Mais en général, en phase d'adoption, au début, il faut quand même que quelqu'un soit, encore une fois, le garant de la méthode. C'est une réunion qui peut avoir lieu à l'échelle d'une équipe, donc c'est-à-dire de l'organisation, ou alors à l'échelle d'un projet. Donc, rien ne vous empêche de faire des rétros d'équipe et puis des rétros de vos projets. Nous, c'est la pratique qu'on a actuellement. On a, par exemple, 1 fois tous les 2 mois, une rétrospective qui est dédiée à notre vie d'équipe. Et puis, quand on a des projets importants dans l'année, on fait autant de rétrospectives dont on a besoin pour garantir l'amélioration continue de notre travail en équipe. Donc, la rétro, ça sert vraiment à ça. Ça sert vraiment à prendre un moment, se poser pour regarder qu'est-ce qu'on a fait précédemment, qu'est-ce qui s'est passé pour les uns et les autres, comment on pourrait faire différemment la prochaine fois, et puis décider d'actions ou de changements de façon de faire à l'issue de la rétrospective. Si tu veux bien partager mon écran, Sarah, je vous montre 3 types d'exercices qu'on peut faire dans une rétro. Ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment des exemples. Ça ne veut pas dire qu'une rétro doit toujours se dérouler comme ça. Il en existe des centaines d'exercices. Mais une rétro, elle a toujours le même phasage. Il y a 5 phases dans une rétrospective. La première, c'est l'ouverture. Ce qu'on appelle une ouverture, c'est un temps d'inclusion. Ça sert vraiment à l'équipe à s'aligner et ça peut être, vous pouvez par exemple utiliser la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, mais ça peut être autre chose. On peut vraiment tout imaginer. Pour ça, vous avez un site qui est vraiment très pratique qui s'appelle Retromat. Sarah pourra vous envoyer l'URL du site. La deuxième phase, c'est la phase de remontée d'informations. Et là, tu peux partager la slide, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Cette phase de remontée d'informations, elle sert vraiment à l'équipe à dire qu'est-ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. Là, l'exercice que je vous montre, c'est la phase 2, pardon, je me suis trompée. Je remonte ce qui s'est passé pour moi pendant la période qui vient de s'écouler. Donc là, le speedboat, par exemple, ça va être sur les voiles, au niveau du nuage qui souffle, c'est qu'est-ce qui m'a porté pendant la période, qu'est-ce qui m'a stimulé, sur quoi j'ai avancé, je me suis sentie performant. Au niveau de l'encre en bas, ça va être qu'est-ce qui m'a au contraire ralenti, m'a empêché d'avancer comme je le souhaitais. Tous ces éléments, ça peut être soit des éléments extérieurs techniques, et puis ça peut être aussi des éléments humains, donc il n'y a pas de limitation sur la nature des informations qui sont remontées. Au niveau du soleil, ça peut être ce qui m'a plu, ce que j'ai apprécié pendant la période, ce qui m'a rendu joyeuse. Et puis, ce qu'il y a sur le petit rocher devant le bateau, ça peut être un risque que j'ai senti, un inconfort, quelque chose qui m'a paru dangereux pour mon organisation, par exemple. Et donc, dans cette phase-là, chacun va, si vous êtes réunis physiquement, ça peut être écrire sur des post-it que vous allez coller sur le dessin. Et si c'est en ligne, vous pouvez utiliser des supports qui vous aident à rentrer des choses en ligne, comme par exemple un Padlet, qui est un logiciel en ligne qui vous permet d'avoir des post-it virtuels que chacun peut ajouter. Donc, c'est vraiment un moment où on ne fait que remonter comment on a vécu la période qui vient de se passer et chacun parle, on ne s'interrompt pas et c'est vraiment libre, c'est un format qui est assez libre. Ensuite, vous avez la phase numéro 3. Donc, je suis désolée, il y a un décalage dans les numéros de phase parce que je me suis trompée en faisant les slides. La diapositive suivante, c'est générer des idées. Donc, une fois qu'on a fait le constat de ce qui s'est passé pendant la période écoulée, on va consacrer un temps à réfléchir à sur quoi on va travailler, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent la prochaine fois. Et là, c'est encore un exemple d'exercice, et il en existe plein. C'est l'étoile à 5 branches. Donc là, comme vous le voyez, on va vraiment avoir un moment de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut continuer de faire, qu'est-ce qu'on peut faire en moins, qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on pourrait commencer à faire, et puis qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on arrête de faire. Et là, c'est comme une sorte de, si vous voulez, c'est comme une sorte de brainstorming, mais avec des axes de réflexion. Donc, il y a... Et ça permet vraiment de faire émerger plein de choses, des plus opérationnelles aux plus stratégiques.
Et là, encore une fois, il n'y a pas en tout cas, la façon dont on le pratique, nous, c'est qu'il n'y a pas de limite sur la nature des informations. On a quand même une attention sur essayer de parler de soi ou de l'équipe et essayer de limiter au maximum le fait de pointer du doigt une personne dans l'équipe. Ce n'est pas le moment où on va se faire des reproches les uns les autres, c'est plutôt constructif, on va essayer de réfléchir à comment on peut faire différemment ensemble. Et ensuite, la phase numéro 4, ça va être la slide suivante qui est décider des actions. Par exemple, nous, ce qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle le Lean Café. Le Lean Café, il a donc lieu une fois qu'on a commencé à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, arrêter de faire, faire en plus, faire en moins, continuer à faire. Et le Lean Café, ce sont des phases de discussion assez courtes. Par exemple, on va choisir un des sujets qu'on a trouvé prioritaire dans la phase d'avant, on va le mettre sur la table et on va échanger à bâton rompu pendant 3 minutes sur ce sujet pour essayer d'en faire sortir une décision. Et la décision en question, ça peut être une prochaine action, ça peut être modifier notre gouvernance, ça peut être décider d'un comportement, ça peut être vraiment très ouvert. Et au bout des 3 minutes, quand on est en train de parler, on a un sablier pour ça. Il y a quelqu'un qui signale que le temps est terminé et chacun va dire s'il a envie ou non de continuer à parler de ce sujet-là. Et nous, on utilise la technique des pouces. Donc, si tout le monde a le pouce en l'air, on est reparti pour un tour de 3 minutes sur ce sujet-là. S'il y a une majorité de pouces en bas, ça veut dire qu'on considère qu'on a fait le tour et puis on peut passer au sujet suivant. Et donc ça nous permet d'avoir des échanges assez dynamiques et rapides pour prendre des décisions efficaces en équipe sur divers sujets. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des phases où on arrive à décider vite et on a plein de sujets qui viennent, et on arrive à parler de 6 ou 7 sujets différents en 40 minutes, par exemple. Et puis, il y a d'autres rétrospectives où on a besoin de consacrer plus de temps à un sujet qui est plus important. Et en fait, au bout de 40 minutes, on n'en aura peut-être traité que 2 ou 3. Et en fait, ça, c'est pas grave. C'est juste la température. Si l'équipe a besoin de passer plus de temps là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, c'était important. Et on prend ce temps et on accepte de prendre ce temps parce que tout le monde est d'accord pour continuer à parler de ce sujet. Donc, il y a vraiment cette modulation en fonction de l'état du moment de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez riche en rétrospective parce que ça permet vraiment de s'adapter à la température du moment. Et ensuite, à la fin de cette phase-là, il y a la dernière phase, la phase 5, la phase de clôture de la rétrospective, où on peut prendre un temps pour émettre un souhait pour l'équipe et pour soi. Par exemple, encore une fois, il y a plein de clôtures, de déclusions différentes de rétrospectives. Vous pourrez trouver plein d'inspirations sur le site Rétromat. Tu peux arrêter le partage d'écran, Sarah. Merci beaucoup. Alors, juste avant de départager l'écran, Juliette, il y a une question de Raphaël qui nous demandait Oui. si on utilise les post-it qui sont sortis dans la phase 2 de la remontée d'action pour nourrir la phase 3 de générer des idées. Alors, ça peut, complètement. S'il y a un post-it qui vous a paru intéressant de déplacer d'une phase à l'autre, vous pouvez le remettre dans la phase suivante. Le fait de remonter des infos peut servir à alimenter ce tableau, mais pas seulement. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même qu'on puisse ouvrir et laisser libre. Si quelqu'un a envie de ramener un sujet qu'il a déjà fait remonter dans la phase d'avant, dans cette phase-là, pour qu'on puisse en parler dans la phase finale, c'est possible. Et puis, s'il y a des nouvelles idées, c'est possible aussi. Ok, merci. À propos de l'exercice du Lean Café, oui. Est-ce que passer 40 minutes sur le même sujet avec une interruption toutes les 3 minutes n'est pas frustrant ou agaçant? Non, moi, j'ai jamais ressenti ça parce qu'en fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand le sujet va être terminé. Ça nous est rarement arrivé de passer 40 minutes sur un sujet. En général, on en traite 2 ou 3, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Mais nous, on est par exemple une équipe de 6 à 7, ça dépend des périodes, quand on a des stagiaires ou pas. Et quand on est 6 ou 7 et qu'on parle d'un sujet, en fait, 3 minutes, c'est très très court. Si on est 6 et qu'on a besoin de faire un apport, en 3 minutes, on n'a pas le temps. Donc, on peut facilement avoir 3 ou 4 tours. Et en fait, ça va très très vite. C'est qu'au bout de 3 minutes, le sablier est terminé. Il y a quelqu'un qui a l'attention là-dessus, qui lève la main pour dire c'est terminé. Et on fait ça en quelques secondes. On lève le pouce en haut ou en bas et puis on repart pour un tour. Donc, ça interrompt
juste quelques secondes ce qui est en train d'être dit. En tout cas, moi, j'ai jamais ressenti de frustration là-dessus. Et s'il s'avère qu'il y avait des sujets vraiment très importants à traiter et qui n'ont pas pu être traités pendant la rétrospective, je sais de toute façon que je peux avoir d'autres espaces de travail pour aller les traiter peut-être avec des personnes ou des rôles plus précis identifiés dans mon organisation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin d'en parler à 6 ou à 7 en même temps. Ok. Est-ce que tu pourrais nous résumer ou reprendre, Juliette, de manière un peu synthétique, les éléments qui cadrent la rétrospective, le format, le matériel Ouais. Combien de temps ça prend? Avec combien de personnes? Donc, le format, c'est, on va dire, si c'est une rétro de projet, ça peut être plus rapide, ça peut durer 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, si c'est une rétro d'équipe, c'est entre 1h30 et 2 heures. Le timing, ça dépend. Nous, en tout cas, la rétro d'équipe, on a choisi de la faire tous les 2 mois parce que c'est quelque chose de régulier qui nous permet quand même d'avoir un peu de temps pour mettre en place, si on décide de mettre en place des choses. Et puis aussi avoir le temps de vivre la période avant de prendre du recul dessus, parce que des fois, il faut un peu de temps. Puis si c'est une rétro de projet, ça peut être tous les mois, ça peut être, si votre projet est très gros et mobilise toute l'équipe, ça peut être toutes les semaines, tous les 10 jours. C'est vraiment à vous de voir le timing qui vous arrange le plus. Les phases, c'est donc, il y en a 5, ouverture, remontée d'infos, génération d'idées, décider des actions et puis clôture. Les outils, ça peut être en présentiel, un tableau Velleda avec des post-it, des feutres, voilà, tout le matériel physique dont vous avez besoin. Et en distanciel, ça peut être, vous pouvez utiliser Padlet pour les gens qui sont plus à l'aise. Il existe des formats de rétro tout prêts sur l'outil Klaxoon aussi. Si vous connaissez l'outil Klaxoon, pourquoi pas. Il existe vraiment beaucoup de logiciels possibles là-dessus. Et ensuite, les apports de cette rétro, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence collective pour décider ensemble de comment on fait autrement la prochaine fois et surtout ne pas mettre sous le tapis des choses qui se produisent et qui peuvent être soit gênantes et qu'on a besoin de modifier, soit très réussies et qu'on n'a pas envie d'oublier. Parce que la rétro, c'est aussi ça. Ça peut être aussi, il y a des choses qui fonctionnent super bien et en fait, on prend un temps pour se le dire, pour se dire que ça fonctionne, avoir conscience que ça marche et le réutiliser ailleurs. Voilà. Et le fait de le faire régulièrement, c'est important parce que c'est comme un rendez-vous sécurisé en équipe. Et puis, les derniers éléments vraiment importants, c'est le cadre et la facilitation. Le facilitateur, il a plusieurs rôles. Déjà, il propose les exercices en fonction du sujet. En fait, une rétro d'équipe, ça peut être quelque chose d'assez haut, et une rétro de projet, ça peut être très opérationnel, donc les outils ne seront pas forcément les mêmes. Le facilitateur, il est là pour garder le temps aussi, dire là, on n'a qu'1 heure et quart devant nous, donc l'ouverture, elle va durer 10 minutes, la remontée d'infos, on a 20 minutes là-dessus, donc il est le gardien du temps. Et puis c'est aussi lui qui pose le cadre sécurisé, qui va dire notre cadre aujourd'hui, c'est on essaye de ne pas se couper la parole, on essaye d'avoir une posture de coopération plus qu'une posture critique où on débat. L'idée, c'est quand même de trouver des solutions ensemble et d'être au service de l'équipe. Et ça, c'est un cadre qui doit être posé par le facilitateur. Ça peut être un cadre qui peut être co-construit aussi. Le facilitateur peut décider d'ouvrir et de demander à l'équipe de construire elle-même son propre cadre. Ça demande un petit peu de temps, donc c'est plutôt pour une rétro qui dure 2 heures. Voilà, ça, c'est vraiment les éléments essentiels à retenir sur la rétrospective. Ok, merci. C'est dense. Je me permets de revenir sur la météo d'équipe, Juliette. Oui. On a eu une question qui nous demandait est-ce que cette météo n'est pas un peu intrusive dans la vie d'une équipe? Je pense, par exemple, au niveau de détail, à l'aspect de rentrer dans la vie des uns des autres. Est-ce que ça peut aller trop loin? Est-ce qu'il faut s'entendre sur le niveau d'intimité, je dirais presque, qu'on a avec ses collègues, ses associés? Est-ce que tu aurais un éclairage à nous apporter là-dessus? Tout à fait. Alors, en fait, la météo, c'est vraiment pas, comment dire, l'idée, c'est qu'on va forcer personne à raconter sa vie intime. Hein. C'est pas du tout ça, une météo. Hein. C'est qu'on soit bien clair. C'est juste que nous, en tout cas, on s'est engagé à être transparent sur l'état émotionnel dans lequel on se sent le jour J.
Et on n'est pas obligé de dire pourquoi on se sent comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu un décès dans ma famille, je peux juste dire aujourd'hui, je me sens triste et je ne suis pas obligée de dire à mes collègues qu'il y a eu un décès dans ma famille si je n'ai pas envie de le dire. Donc, c'est vraiment ce qui est hyper important dans la météo, c'est tu vas pouvoir livrer ce qui est juste pour toi à ce moment-là, mais l'accord de base, c'est quand même de dire dans quel état, dans quelle émotion on se sent à ce moment-là. Et en fait, le fait de le pratiquer régulièrement, que tout le monde joue le jeu et que personne ne rebondisse et personne n'aille être intrusif pour aller poser des questions à la personne, ça permet d'instaurer un climat de confiance, d'instaurer une pratique qui est sécurisée, au sens où on ne juge pas les autres et où on ne va pas aller creuser pour savoir mais pourquoi tu es triste. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça. Et le niveau de détail qu'on livre, c'est vraiment libre à chacun. Et il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise. Et encore aujourd'hui, dans notre scope, on le sent, il y a des périodes où on est soit plus ou moins à l'aise, ou des personnalités qui sont plus ou moins à l'aise pour livrer des choses. Et on n'est pas obligé de rentrer du tout dans les détails de sa vie intime. Voilà, donc je pense que le cadre est important pour ne pas en faire un outil intrusif. Parce que évidemment, si la consigne, c'est on demande à chacun de livrer comment il se sent et pourquoi tous les jours, là, oui, ça devient intrusif. Alors que un cadre qui dit juste, en fait, la météo, ça nous sert à savoir comment va l'équipe et comment va chaque personne individuellement. Et on ne demande pas du tout de raconter sa vie personnelle. Ça, c'est beaucoup plus au service de l'organisation parce qu'en fait, si vous voulez, la philosophie de base d'une météo, c'est quand même de dire que quand on est au travail, on est quand même un être humain, une personne qui ressent des choses. Et on n'est pas... en fait, c'est compliqué de tout compartimenter dans sa vie. On ne va pas être complètement dans une autre humeur dès qu'on passe la porte et qu'on rentre chez soi. L'émotion, on la garde qu'on soit au travail ou qu'on soit chez soi, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire que quand on est en coopération avec des gens d'une équipe, si on accepte d'avoir cette transparence-là, c'est forcément au service de relations et ça va modifier probablement beaucoup la dynamique humaine au sein de l'équipe. Je te remercie pour les précisions sur le cadre de la météo et en tout cas ce qu'on attend des participants. Alors, comme je ne vois pas de questions arriver, je te propose qu'on passe à la suite. Tu avais envie de nous parler des accords relationnels. Oui. Comment est-ce que déjà tu définirais ça? Qu'est-ce que c'est des accords relationnels? Ouais. En fait, avant de vous parler des accords relationnels, je vais vous dire juste quelques mots rapides sur le système de gouvernance qu'on a choisi qui s'appelle Holacracy. Ce n'est pas l'objet du webinaire, donc je vais être assez concise là-dessus, mais c'est pour que vous compreniez dans où est-ce que ça s'inscrit. Donc, Holacracy, c'est un système de gouvernance constitutionnelle au sens où il y a une constitution Holacracy qu'on a signée, nous, en tant qu'organisation. Et dans cette constitution, il y a plusieurs choses qui définissent comment une organisation qui adopte Holacracy doit fonctionner. Dans ce fonctionnement, il y a notamment plusieurs aspects fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, c'est le fait de rendre visibles les rôles dont on a besoin pour que l'organisation fonctionne. Cette gouvernance, elle est modifiée avec des réunions de gouvernance. Et puis, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus opérationnel, qui sont ce qu'on appelle les réunions tactiques. Dans une réunion tactique, on va convier les rôles qui vont amener tous les sujets dont ils ont besoin pour avancer, pour mener à bien les missions liées à leur rôle. Jusque-là, le Holacracy ne disait rien du sujet de la relationnelle entre les personnes. Donc, ça décrivait vraiment de manière assez précise comment on s'organise, qu'est-ce qu'on attend d'un rôle, comment on peut modifier un rôle, mais ne disait rien de comment on se dépatouille des conflits interpersonnels, quel format on utilise pour se parler, est-ce qu'il y a des choses qui sont imaginées pour la résolution des tensions, des conflits, etc. Et depuis le début de l'année 2020, il y a un travail qui est fait par toute la communauté des gens qui pratiquent Holacracy pour sortir une nouvelle version de la Constitution, qui aujourd'hui s'appelle, en fait, elle n'a pas encore été validée, donc c'est la version bêta 5.0 qui actuellement est disponible et qui, normalement, courant 2021, va donner à une nouvelle version définitive de cette Constitution. Et dans cette nouvelle version bêta, il y a un nouvel article qui concerne ce qu'on appelle les accords de travail. Ces accords de travail,
en fait, ça parle des accords relationnels entre les personnes. Et ce que dit cette nouvelle version de la Constitution, c'est qu'on peut passer des accords de travail entre partenaires. En holacratie, un partenaire, c'est toute personne avec qui on a une relation de travail. Donc, ça peut être un collaborateur, un supérieur, un associé. Les accords relationnels, ça sert vraiment à désigner une attente qu'on a envers une personne. Donc, en fait, on s'occupe des personnes et on s'occupe moins des rôles. En holacratie, on parle beaucoup de rôles. Là, les accords relationnels, c'est pour les personnes, les partenaires. Et un accord relationnel, ça va servir à dire, moi, par exemple, en tant qu'individu, j'ai une attente récurrente comportementale envers toi et est-ce que tu acceptes de t'engager dans cet accord relationnel avec moi? Un accord relationnel, ça peut être, par exemple, un passage discret dans les bureaux plus que du bruit, par exemple, parce que quand on est en open space et qu'on est 6 à travailler ensemble, pour que le cadre de travail reste agréable pour se concentrer, on a besoin que les gens soient discrets et qu'ils n'aient pas des conversations à bâton rompu dans l'open space, parce que sinon, on ne peut jamais se concentrer. Ça peut être un accord relationnel. Et en fait, un accord relationnel peut être passé par une équipe entière, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour avoir le même accord relationnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui relève du business entre deux personnes. C'est-à-dire que moi, je peux très bien passer un accord relationnel juste avec Sarah sur un sujet qui nous est important pour toutes les deux. Et ça ne veut pas dire que j'attends forcément la même chose de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le même comportement, tout le monde n'a pas la même personnalité, et surtout, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire que on est d'accord pour s'engager sur une façon de se comporter liée au travail. Et ce n'est pas du tout de dire j'attends une action récurrente de toi ou alors je liste une qualité que j'attends de toi. Ce n'est pas ça un accord relationnel. C'est plutôt, en fait, j'ai besoin que tu essayes de faire au maximum ça pour me sentir bien. Et en fait, c'est un travail que nous, on a fait. Ça fait longtemps qu'on verbalise les attentes qu'on a les uns envers les autres. Notamment dans notre histoire d'entreprise, on s'est transformé en scope il y a 3 ans. Et quand on s'est transformé en scope, on a vraiment eu besoin de mettre de l'explicite sur notre relationnel parce qu'en fait, on est passé de salarié d'une entreprise uniquement détenue par son dirigeant à associé salarié d'une scope dans laquelle on a tous mis de l'argent, de l'investissement. Donc, ça a vraiment changé. Ça n'a pas forcément changé tout de suite la nature de nos relations, mais ça a mis un cran en plus dans les attentes qu'on avait les uns envers les autres. Donc, on a déjà verbalisé depuis longtemps les attentes qu'on avait, mais on n'avait pas forcément qualifié ça d'accord relationnel. Et on a travaillé là-dessus cet automne. On a fait, par exemple, une rétrospective d'équipe dont le but, à la fin, était de formaliser des accords relationnels qu'on avait envie de passer tous ensemble. Et en fait, c'est un moment qui était très intéressant parce que ça nous a vraiment permis de se souvenir de tout ce qui est important dans notre environnement de travail pour qu'on se sente bien et de discuter si on se sentait capable de s'engager là-dessus, oui ou non. Et en fait, comme on consacre beaucoup d'énergie à nos relations, c'est un format qui a très bien marché et on est sorti de là avec un peu moins d'une dizaine d'accords relationnels. Et ça va faire l'objet d'un travail de notre rôle Waouh, qui est en charge de mettre en page de beaux designs pour nos accompagnements. Et là, on lui a demandé de faire un poster qui résume tous nos accords relationnels de scope, d'associés, pour que ça soit visible de tous et qu'on s'en souvienne. Voilà, si je devais résumer ce que c'est. Est-ce que tu aurais un exemple d'accord relationnel passé avec une personne de l'équipe ou avec toute l'équipe? Oui. Par exemple, on a quelque chose de très concret. Aujourd'hui, nous sommes installés dans des locaux en enfilade. Ça veut dire qu'on a 4 bureaux les uns derrière les autres et que pour pouvoir aller dans la cuisine, on est obligé de traverser tous les bureaux. Et parmi les salles qui sont mises à disposition pour l'équipe, il y a une salle de réunion. Ça nous arrive régulièrement qu'on doit accueillir des gens, par exemple, pour faire un coaching. Il y a un des accords relationnels qu'on a passé entre associés, c'est qu'on faisait passer en priorité dans les locaux nos clients plus que notre confort personnel. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire que si Sarah est en train de coacher quelqu'un dans la salle de réunion, et qu'un coaching, c'est quelque chose d'un peu délicat qui demande une relation de confiance entre Sarah et la personne qu'elle coach,
Sarah, elle a une attente, c'est que si moi, Juliette, j'ai envie de me faire couler un café, ben, je ne vais pas traverser la salle de réunion pour leur faire couler mon café parce que la priorité, c'est l'accompagnement qu'elle est en train de faire plutôt que mon confort à moi de Juliette qui a envie de me faire couler un café. Donc, je vais m'organiser pour me faire couler mon café avant ou après. Je vais vérifier l'agenda avant de traverser la salle, mais en tout cas, cet accord relationnel, il me permet vraiment d'avoir de l'attention sur mon comportement à l'intérieur, à l'endroit physique de l'organisation. Donc ça, c'est un exemple très concret et très technique. Et on s'est tous mis d'accord, les 6 associés salariés sont d'accord pour s'engager sur cet accord relationnel-là, parce que pour nous, il en va de la santé de notre entreprise. Si on se met à faire passer notre confort personnel avant les clients qu'on accompagne, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions. Ouais, je te remercie. Une question d'Olivier qui nous demande, du coup, les accords relationnels individuels sont partagés à toute l'équipe? Si toi et moi, on prend un accord relationnel, est-ce que le reste de l'équipe est au courant ou doit être consulté? Comment ça se passe? Alors, si le reste de l'équipe est au courant, j'ai envie de dire que ça regarde le binôme. Si on trouve que c'est important de le partager et que tout le monde le sache parce que ça clarifie vraiment et que du coup, on a décidé ensemble d'avoir une certaine façon d'interagir, ça peut être intéressant d'informer l'équipe pour que l'équipe soit au courant et ne se demande pas qu'est-ce qui se passe si c'est visible et palpable. Au contraire, si c'est quelque chose qui relève vraiment de la relation entre Sarah et moi et qu'on n'a pas besoin que les autres soient au courant parce qu'en fait, c'est juste notre popote à nous deux, on n'a pas besoin d'informer l'équipe. Et après, un accord relationnel entre 2 personnes, pour moi, il y a quelque chose de vraiment important. C'est si cet accord relationnel ne met pas en danger l'organisation, il n'y a aucune raison que personne n'aille faire de l'ingérence. C'est-à-dire que si Sarah et moi, on a besoin de fonctionner comme ça ensemble et que ça n'a pas d'impact sur la scope, personne n'a le droit de nous demander de ne pas avoir cet accord relationnel. À moins que ça lui pose vraiment un problème et que ça crée une tension, un risque financier, un risque relationnel avec les autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Et en fait, dans la constitution holacratie, pour l'instant, il n'y a absolument rien de spécifié sur la forme que doivent avoir les accords relationnels, le niveau de transparence qu'on doit avoir dessus. Voilà, donc en fait, les organisations s'organisent comme elles le souhaitent et comme c'est adapté pour elles-mêmes. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs un sujet... En tout cas, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler courant 2021. C'est une nouvelle chose qui a été ajoutée dans la pratique holacratie. Et en fait, rien ne nous empêche d'imaginer des formats ou de créer des façons, des méthodes pour faire émerger des accords relationnels. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans la communauté et qu'on est tout à fait libre de concevoir et d'appliquer à notre organisation si on en a envie. Merci Juliette. Une autre question, comment gérer l'accord, le désaccord sur ces accords relationnels? Est-ce que c'est du consentement, de la majorité, du veto? Ça dépend de votre organisation. Nous, en tout cas, on est... la dernière fois qu'on a travaillé là-dessus, on n'a pas eu besoin d'avoir un mode de décision. En fait, on a juste vérifié est-ce que tout le monde est prêt à s'engager sur cet accord-là tel qu'il est formulé. On a fait un tour de parole et globalement, tout le monde était d'accord. J'imagine que s'il y avait eu un désaccord, on aurait pu utiliser le système de la décision intégrative qui est le mode de décision qu'on utilise en holacratie, qui est donc quelque chose qui ressemble au consentement, où on utilise le système de l'objection. Donc, il y a toute une méthodologie, en fait, qui sert à faire émerger l'objection en question. Pourquoi est-ce que moi, j'ai une objection à m'engager sur cet accord relationnel-là? Et après, on va essayer de traiter l'objection ensemble, en intelligence collective. Est-ce que ton objection, elle vient est-ce que c'est vraiment une objection? Est-ce que ça met en danger l'organisation? Est-ce que ça te met en danger toi? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Est-ce que c'est un problème de formulation? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux pas appliquer toi-même parce que ce n'est pas possible? Donc, ça dépend vraiment de votre système d'organisation. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans la pratique de l'holacratie et rien n'est dit sur la façon dont on doit passer un accord relationnel. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux et s'il y a besoin d'un tiers pour vous aider à ajuster l'accord et à le passer ensemble, pourquoi pas? On peut imaginer une forme de médiation avec quelqu'un qui a un rôle juste de facilitateur de la décision.
Merci Juliette. J'en ai profité pour ouvrir cette version bêta de la Constitution et reprendre un peu sous les yeux comment est-ce qu'on passait cet accord relationnel. Et il est bien spécifié qu'il n'y a pas de méthode pour rendre l'accord relationnel valide. Il est vraiment question, entre partenaires, d'accepter ou de rejeter l'accord relationnel en fonction de ses propres préférences personnelles. Et que chaque partie peut résilier l'accord ultérieurement sans le consentement de l'autre partie, sauf accord contraire. Donc j'ai l'impression que ça laisse vraiment une grande liberté dans la manière dont l'accord est conclu et rompu. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est en fait un accord relationnel. Je pense que ça peut se passer à un moment où ça va bien. C'est-à-dire que s'il y a déjà un fond conflictuel entre deux personnes ou entre trois personnes, on ne peut pas juste passer des accords relationnels comme ça en se disant que ça va aller mieux. Je pense que en fait, l'accord relationnel, c'est la résultante d'un conflit qui a été réglé et résolu et qui permet d'ancrer un engagement en fait, des parties prenantes. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de régler un conflit. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre dans un sens... ça peut éventuellement, pour une relation qui va bien, se permettre de s'ajuster et d'aller toujours dans l'affinage et de prévenir les futurs conflits en étant très clair sur ce dont on a besoin. Ça oui. Mais si c'est entre deux personnes qui sont déjà tendues à la base, se poser 5 minutes et se dire allez, on passe des accords relationnels, je ne pense pas que ça soit à mon avis, il ne faut pas commencer par ça. À mon avis, il faut d'abord faire quelque chose qui relève plus d'une médiation ou d'un travail sur la relation et après, on peut passer des accords relationnels. Je voudrais juste faire un ajout là-dessus, c'est que ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est que, en tout cas, nous, dans notre pratique quotidienne, comme on utilise Holacracy, on est très connecté tout le temps à des rôles. Moi, quand je vais voir Sarah et que j'ai besoin de quelque chose parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien dans mon rôle et que j'ai besoin qu'elle fasse quelque chose dans son rôle, je vais aller la voir avec une tension opérationnelle et je vais m'adresser à Sarah dans son rôle. Donc, je vais traiter plein de choses liées à la vie technique, à la vie professionnelle. Mais jusqu'à présent, on n'avait rien pour aller régler ce qui concerne la relation humaine et les personnes. Et en fait, ces accords relationnels, ils introduisent ça, c'est-à-dire qu'ils introduisent un espace qui avant n'existait pas officiellement dans la Constitution pour aller échanger avec quelqu'un en tant que personne et pas dans un rôle. Et moi, je trouve ça, en tout cas de mon point de vue à moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on a commencé à nommer quelque chose. Pour l'instant, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait exactement comment on va faire, mais ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à travailler dessus, à se poser des questions et à proposer des façons de faire. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'une fois qu'on a identifié quelque chose, la première brique, c'est de mettre de l'explicite sur quoi on veut travailler. Et puis la brique suivante, c'est d'y travailler. Je ne sais pas si tu as un apport à nous faire là-dessus, Sarah. Voilà, toi aussi, tu as contribué à rédiger des accords relationnels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient sur ce sujet? Ce qui me vient, c'est qu'on les a travaillés en rétrospective, sachant que dans l'organisation, nous avons adopté Holacracy comme système de gouvernance et que ça nous a permis d'améliorer ce qui existait déjà et qui n'était peut-être pas explicité de cette manière-là comme un accord relationnel. Mais ce que je vois, c'est que dans notre pratique des rétrospectives agiles, on en a pris plein des accords relationnels ou des actions qui allaient dans ce sens-là pour adapter un comportement, une manière de faire, une méthode de travail. Et je crois que ça, c'est vraiment venu de ce phasage avec les étapes de la rétrospective et en utilisant vraiment ces mécanismes d'intelligence collective et de contribution de tous les membres de l'équipe au profit du projet, de l'organisation, du sujet qu'on était en train de traiter. Donc, j'ai l'impression que ça nous a déjà permis de faire un premier pas vers des accords, ou en tout cas s'entendre sur une manière de travailler qui soit confortable. Et confortable pour tous, ouais. Je crois que s'il y a eu des préférences plus individuelles, de choses plus à traiter d'une personne à une autre, là, on s'est servi d'autres outils pour ça, en les exprimant avec des temps en duo, un à un, entre les deux personnes concernées,
en faisant un feedback au sens vraiment de l'utilisation de la méthode du feedback, ou alors en utilisant des inspirations, des leviers puisés dans la communication non violente pour faire des demandes les uns aux autres. Donc, je pense qu'on a une boîte à outils évidemment assez complète, et à mon avis, il y a plusieurs manières de passer des accords relationnels, comme le disait Juliette. Nous, ça s'est vraiment traduit grâce à Holacracy, aux rôles qui sont pris par les différents membres de l'équipe. Mais il existe aussi d'autres choses. Et si vous n'êtes pas dans un système holacratique, il y a d'autres leviers, d'autres outils à utiliser pour mettre de l'explicite sur les relations de travail, les manières d'échanger, d'interagir au quotidien. Voilà, moi, en tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais besoin de vous dire sur les accords relationnels. Je peux prendre des questions si vous voulez. Des questions d'ailleurs sur les 3 choses dont je vous ai parlé aujourd'hui, hein. Pas que les accords relationnels. Alors, on n'a pas de questions qui pointent à l'horizon. Juliette, je te propose que pour terminer ce webinaire, tu nous partages peut-être ce avec quoi tu repars de ce temps que tu nous as accordé pour partager quelques outils, quelques pratiques, inspirations que tu penses utiles pour prendre soin d'une équipe et améliorer un quotidien d'équipe. Je repars avec... En fait, j'avais envie de vous faire des focus assez précis aujourd'hui et de limiter un peu la quantité d'informations que je vous partageais. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous faire quelque chose de précis et en même temps de pas trop exhaustif pour pas vous perdre. Parce qu'en fait, en vrai, pour prendre soin de son équipe, il y a des millions de choses à faire. Il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui, c'était un focus sur les moments d'équipe. Je pense que vraiment, si vous avez envie de démarrer des choses là-dessus, il faut... Parce que les approches que je trouve intéressantes, c'est de rajouter des briques au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure que votre équipe, elle se sent de plus en plus à l'aise pour aborder le sujet de la relation, qui est quand même un sujet dans le monde de l'entreprise qui aujourd'hui est souvent tabou, ou en tout cas peut rapidement mettre mal à l'aise. Il y a un retour qu'on nous fait souvent, c'est « mais vous n'avez pas l'impression de vivre dans un monde de bisounours ». C'est ça, pour moi, c'est vraiment symptomatique de en fait, s'occuper de la relation, être honnête et transparent. Pour moi, c'est pas être dans un monde de bisounours, c'est peut-être au contraire être dans une relation plus adulte et moins compartimentée avec les gens avec qui on travaille, qui sont quand même des personnes avec qui on passe 8 à 10 heures par jour, 5 jours par semaine, pour les gens qui sont à temps plein. Donc, c'est pas rien, en fait, d'avoir des relations comme ça. La relation de travail, c'est une vraie relation. C'est une relation particulière, mais une vraie relation quand même. Et à mon avis, si vous voulez commencer tranquillement, commencer par ouvrir des espaces, déjà essayer peut-être la météo, tester ça en équipe, essayer de le faire régulièrement, essayer de demander à tout le monde de jouer le jeu pour voir qu'est-ce que ça fait, et puis prenez le temps d'avoir du recul là-dessus, de partager qu'est-ce que ça vous apporte, de prendre conscience, en fait, de mettre de la conscience sur qu'est-ce que ça apporte à votre équipe, d'être un peu plus au courant de comment tout le monde se sent. Et puis après, vous pouvez rajouter des briques, essayer de faire des réunions d'intelligence collective, commencer à pratiquer un peu de feedback pour voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et en fait, à force de rajouter des briques, il y a des choses qui vont se maintenir, d'autres qui vont disparaître parce que ça ne vous conviendra pas, et puis des formats qui vont être réinventés. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a cheminé. Et on s'est toujours dit que les idées qui fonctionnent un temps, ça ne veut pas dire qu'on se marie avec et qu'on est obligé à vie de faire comme ça. Ça veut surtout dire que ces idées-là, si elles ont marché un temps, on peut les mettre au compost et on peut en faire autre chose après. Ou alors, ça va juste se dégrader et puis ne plus jamais réapparaître, et c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'être connecté au moment, à l'équipe, à la période, de prendre en compte le contexte. Est-ce que vous êtes ensemble physiquement? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble physiquement? Et de se laisser la liberté de réadapter les formats, en gardant toujours en ligne de mire qu'en fait, pour avoir
une équipe qui va bien, moi, je suis convaincue que tout le monde doit y mettre du sien. En fait, ce n'est pas juste quelqu'un qui doit porter à bout de bras l'équipe, c'est tout le monde doit y mettre du sien à la hauteur de ce qui est juste pour chacun et chacune. Voilà comment je résume mon intervention du jour. Merci Juliette. On a 2 questions qui nous sont arrivées. On va être vraiment trop juste, je crois, pour y apporter une réponse rapidement. Sauf si Juliette, tu veux te tenter à l'exercice. Une assez précise qui concernait les accords relationnels pour savoir si ils avaient toujours besoin d'être présents pour expliciter des relations. Est-ce qu'on a toujours besoin d'expliciter ça? Et l'autre question qui traitait de comment est-ce qu'on gère le surinvestissement d'un salarié dans ses tâches. Oui. S'il y a une question qui t'inspire plus que l'autre, il nous reste 3 minutes. La première, est-ce qu'on a toujours besoin d'accords relationnels pour travailler une relation, expliciter une relation? Non, on n'a pas toujours besoin d'accords relationnels, c'est juste qu'en fait, avoir le soin de formuler un accord sur lequel on s'engage à 2, de l'écrire quelque part et qu'il soit visible, ça permet de rendre ça très palpable et explicite et de garantir un engagement et d'éviter le flou. Juste de dire, bon, en fait, ça permet de prendre le temps de dire de quoi on a besoin ensemble. Est-ce qu'on a besoin de la même chose? OK. On se met d'accord sur quelque chose. Est-ce qu'on a compris la même chose? Est-ce que ça veut dire la même chose pour les deux? Et une fois qu'on est sûr de ça, on peut s'engager. Et en fait, ça a un côté très sécurisant. C'est-à-dire qu'on s'est engagé ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on devra s'y engager toute la vie. Et peut-être qu'à force de pratiquer, on va se rendre compte que ce n'est pas OK. Et en fait, le fait qu'on l'ait écrit quelque part, ça nous permet de revenir dessus et de revenir voir la personne et de dire, en fait, l'accord tel qu'il a été formulé, il est hyper strict. Moi, j'ai du mal à l'appliquer. Est-ce que ça te va si on assouplit un peu notre accord? En fait, ça permet de continuer à l'améliorer. Mais ce n'est pas obligé. C'est vous qui choisissez. Évidemment, personne ne va vous obliger à passer un accord relationnel. Et la deuxième question sur le surinvestissement d'une personne dans son travail, c'est un vaste sujet. Je pense que Holacracy permet beaucoup d'aider sur justement le fait de faire la différence entre les rôles que j'ai, moi, dans mon travail. J'ai plusieurs rôles. Un rôle, ça n'est pas une personne. Moi, je suis une personne. Ma personne ressent des émotions qui peuvent être liées à mon rôle, mais ça permet de faire le ménage là-dedans et en fait de ne pas tout mélanger, de ne pas mélanger les tensions opérationnelles et les tensions émotionnelles, relationnelles. Et ça, c'est un sujet qui peut être bien adressé avec Holacracy. On pourra programmer d'autres webinaires pour vous parler plus précisément de comment marche Holacracy. On en a plein en ligne, donc je crois que c'est Laura qui a posé cette question. D'ailleurs, Laura, si tu veux qu'on en reparle, tu peux m'appeler, tu as mon numéro. Mais voilà, il y a des choses à aller chercher là-dedans et en effet, c'est un problème qui existe partout et qui est... Enfin, c'est un problème. C'est un sujet dont il faut s'occuper et qui existe partout. J'en ai bien conscience. Merci Juliette pour ton éclairage. J'en profite pour vous partager du coup quelques informations à propos de ces grands sujets de coopération, de prendre soin de son équipe. Sachez que sur le site web de CEMAWI, vous pourrez trouver des formations qui traitent vraiment de ces questions de coopération et je pense par exemple aussi plus précisément à une formation qu'on anime sur la rétrospective. Vous trouverez aussi sur le site web de CEMAWI une ressource pour vous-même animer une rétrospective agile. Merci à tous pour vos questions, votre participation. Merci Juliette pour le temps que tu nous as accordé. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci, belle journée.